Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui sur la batterie en général et plus particulièrement sur la mienne, puisque vous voyez que j'ai un profil assez atypique en bleu. L'autonomie de ma voiture depuis 12 000 km jusqu'à aujourd'hui, où je passais de 455 environ à 480. Ce qui est plutôt étonnant puisqu'on devrait avoir l'inverse. Je devrais partir vers 490 et puis diminuer petit à petit. Et en fait, quand j'ai réceptionné ma voiture à Dardilly, là vous pouvez voir sur l'écran, c'est une des premières photos que j'ai faites, à 100%, près de 100%, j'étais aux environs de 450 km. Donc on peut déjà voir qu'au départ, j'avais un problème de calibration de batterie. Donc toute la question qui se pose, c'est la relation entre le calcul de la voiture par le BMS et la capacité réelle de la batterie en kilowattheure, combien de kilowattheures sont disponibles, sachant qu'il y a un tampon de 3,2 kWh sur 77,8. Alors actuellement, vous voyez, mon nominal full pack est à 72,8 kWh. En fin d'été, j'étais en dessous de 70. Donc c'est quand même une belle progression. Et évidemment, je vois une corrélation entre ma capacité de 72,8 kWh, donc qui a augmenté, et l'autonomie qui est calculée par BMS, qui a aussi augmenté d'environ 20 à 25 km. Alors, il y a plusieurs interprétations à ça. La première, c'est que beaucoup d'entre vous ne se préoccupent pas de l'autonomie de leur batterie, et honnêtement, je peux pas les critiquer à ce sujet, puisque on sait que de toute façon, au cours de la première année, il y a une déperdition de la batterie, et que généralement, c'est assez similaire suivant les voitures. Ça dépend aussi du type de recharge que vous faites. Plus vous faites des recharges au superchargeur, évidemment, vous dégradez un peu plus vite la batterie. Mais dans mon cas précis, vous voyez, j'étais parti à 72,4 kWh et là on est rentré à Mulhouse et j'ai gagné 0,4 kWh alors que je n'utilisais que des superchargeurs. Alors ce qu'on dit aussi généralement, c'est que pendant l'hiver, l'autonomie annoncée par la voiture diminue puisque ça prend en compte a priori le style de conduite. Or moi on voit bien que c'est l'inverse. Là depuis 2 mois on est en plein hiver et j'ai jamais eu une autonomie aussi élevée, ce qui montre bien au départ que le BMS calculait de manière erronée, on va dire, la capacité probablement de la batterie et donc l'autonomie. Ce qui, à mon sens, va être un peu embêtant à certains égards lorsque vous faites des trajets longs, vous passez par un superchargeur. Si la voiture considère que vous n'avez que 460 km d'autonomie, et ben peut-être que vous perdez un peu on va dire de précision pour le calcul de l'autonomie restante à chaque superchargeur. Et donc moi je préfère honnêtement que la voiture ait une bonne idée de l'autonomie réelle de la batterie ou de la capacité, on va dire, afin de me donner une estimation précise du pourcentage restant ou des kilomètres restants. Et d'ailleurs vous vous souvenez sûrement que dans mes trajets l'année dernière, j'avais souvent la voiture sous-estimait l'autonomie. Souvent je voyais le pourcentage s'y augmenter au cours de la route et je me demande justement c'est peut-être parce que la voiture avait une mauvaise appréciation de ma capacité réelle de la batterie, donc j'arrivais avec plus de pourcentage que prévu, et là je peux vous dire que sur les trajets que j'ai fait là, la semaine dernière, c'était pile poil, j'ai pas vraiment gagné beaucoup en pourcentage, sauf quand la température était plus haute que prévu et que j'utilisais moins le chauffage. Donc là je vois vraiment une amélioration. J'ai été particulièrement étonné en fait de la concordance entre les prévisions d'ABRP cette fois-ci et celles du BMS, du système de calcul de la voiture pour les estimations jusqu'à l'aire de Cambarette, de Valence et du l'aire de Poulet de Bresse lors de notre tour de Nice à Mulhouse. Et d'ailleurs je fais un petit aparté puisque à l'aire de Cambarette j'ai croisé une famille qui descendait du Pas-de-Calais vers le sud en MG. Et alors c'était très intéressant parce que vous savez, je vous mettrai le lien que j'ai testé le MG, j'étais agréablement surpris par la voiture, si ce n'est que l'autonomie est faible, la capacité de la batterie est d'environ 45 kWh et l'autonomie WLTP de 263 km avec une consommation normalement moyenne de 19 kWh au 100 km. Alors moi j'ai effectivement eu à peu près 19 kWh au 100 km sur mon petit test et là sur autoroute il était à 25.
Et il me disait qu'en fait, tous les 120 km, il était obligé de s'arrêter pour recharger. Il aurait probablement pu aller un peu plus loin, mais en fait, il serait arrivé en bout de batterie sans pouvoir avoir accès au chargeur Unity, donc il est obligé de faire des arrêts plus fréquents. En tout cas, chapeau. Parce que venir du Pas-de-Calais dans ces conditions, c'est vraiment remarquable. C'est le cas de le dire. Et en plus, la charge apparemment ne monte pas à 80 kilowatts. Hein. J'ai eu la confirmation du propriétaire. C'est moins, donc en plus, vous perdez parfois jusqu'à 1 heure pour recharger la batterie de 44 kWh. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant de voyager, de traverser la France dans ces conditions. Moi, j'avoue que j'aurais pas eu le courage. Ça, c'est clair. Alors pour revenir à nos batteries, vous savez que les modèles 2021, en théorie, un pack pour certaines d'entre elles augmenté à 82 kWh. Et c'est intéressant de voir que notre youtubeur préféré de Norvège a comparé les différentes versions 2019-2021. La 2019 charge nettement plus vite, hein, pour l'instant, que ce soit sur les superchargeurs ou sur les Ionity. Probablement qu'il y aura une mise à jour à venir pour les modèles 3 version 2021, comme c'était le cas au départ pour les premières modèles 3. Alors en ce qui concerne ma batterie, comment j'ai pu arriver à ce résultat? En fait c'est simple. Tout au long de la première année, donc de septembre 2019 à septembre 2020, je fais des trajets quotidiens pour aller au travail d'environ 70 km. Donc ça fait à peu près entre 15%, voire un peu moins, 13%, 14% de consommation de batterie l'été, jusqu'à 20% l'hiver par jour. Et tous les jours, je rechargeais la batterie, et donc je restais toujours sur un range de 60 à 80. Alors il y a deux écueils à cette stratégie. La première, c'est que la voiture se met probablement très peu en veille, puisque quand elle atteint 80, vous savez, après la voiture, dès qu'elle perd un peu de pourcentage, la voiture va recharger, hein, continuellement. Donc c'est très rare d'avoir des longues pauses en veille de la Model 3. Et ces longues pauses de sommeil sont nécessaires pour stabiliser le voltage complet des différents modules et différentes cellules afin que le BMS puisse calibrer la batterie correctement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, bah, évidemment, la variation de pourcentage reste faible. Hein. J'étais resté toujours entre 60 et 80 et donc je n'avais pas un large panel de recharge, on va dire entre 20 à 100 ou 20 à 90, ce qui n'aide pas non plus à la fin pour équilibrer les différentes cellules, les différents modules entre eux. Et donc depuis 2 mois et demi, je fais une stratégie inverse, à savoir que je fais des charges beaucoup plus longues, des cycles de au moins de 30 à 80 ou de 20 à 90. Et je laisse de longues périodes de veille de la batterie, c'est-à-dire que quand la batterie n'arrive pas jusqu'à 50%, eh bien, elle reste en veille. Je mets la limite de charge au minimum, 50%, donc la voiture ne recharge pas la nuit lorsqu'elle est au-dessus de 50. Par contre, je la laisse brancher pour que le matin, lorsque je préconditionne la batterie et le chauffage de la voiture, ça ne pompe pas sur la batterie. Et pour arriver en dessous de 50, bah effectivement, une journée par semaine, je ne branche pas la voiture. Comme ça, le matin, je repars avec 50 et j'arrive le soir à 30%. Et là, je refais un cycle de charge long, au moins jusqu'à 80 ou 85. Et j'ai pu voir, grâce à ce cas de Tesla notamment, que mon nominal full pack a augmenté, hein, d'en dessous de 70 kWh, donc plus de 10% de dégradation à maintenant à peu près autour de 73, mais là je pense que honnêtement si j'augmente encore là ça sera vraiment remarquable. Je pense qu'à un moment je vais finir forcément arriver à un palier et si j'arrive à 480 km en hiver d'autonomie, sachant que là j'ai consommé beaucoup, hein, sur l'autoroute pour rentrer, j'étais au moins à 190 kWh. Kilowattheure, oui, aux 100 km par rapport au trajet quotidien pour aller au travail où je consomme beaucoup moins. C'est vraiment remarquable. Et le point vraiment important aussi à surveiller, malheureusement il vous faut scan ma Tesla, vous voyez, c'est le cell imbalance, c'est le déséquilibre en voltage entre les cellules. Et plus il est bas, si vraiment vous avez une autonomie, on va dire, pas terrible, avec un full pack, une capacité pas très élevée, autour de 70, mais que votre cell imbalance est faible, d'après mon expérience, il y a quand même de fortes chances qu'en fait ça soit un problème de calibration du BMS. Puisqu'a priori, si vous avez un voltage faible de différence entre les différentes cellules, il n'y a pas de raison que votre batterie soit profondément dégradée. Vous voyez, moi, généralement, je suis autour de 4 millivolts, ce qui est vraiment très bas. Des fois, je monte à 10, vraiment au grand maximum.
Alors voici l'article sur lequel je me base, hein, qui est sur le forum de Tesla Motor Club. Vraiment un super article en anglais qui récapitule tout ce que je vous ai dit. Sachant qu'attention, il faut quand même mettre une limite à cette stratégie, hein, puisque pour le vieillissement de la batterie, c'est quand même plus raisonnable de faire des charges courtes, par exemple de 50 à 70 ou 60 à 80, plutôt que de faire de grandes charges continues, on va dire 20, 90. Donc peut-être que je vais revenir bientôt à des cycles plutôt répétés courts afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Même si je pense honnêtement que quand je recharge comme ça en courant alternatif à 3 ou 4 kilowatts, je suis pas sûr qu'à la fin ça fasse une énorme différence. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux de faire des petites charges pour le long terme que des charges longues qui servent plus à recalibrer le BMS. Et voici la conversation aux États-Unis avec un service center sur l'utilisation de la recharge pour sa batterie, hein, ce qui colle un peu à ce qu'on a dit. Concrètement, en théorie, le chargement quotidien est le mieux. Comme je vous l'ai dit, il faut essayer de laisser la voiture en sommeil, donc sans être branché pendant plusieurs heures pour aider à recalculer correctement l'autonomie de la batterie et sa capacité. Et en théorie, il faudrait la laisser en sommeil autour de 50 ou au-dessus de 80 sans dépasser les 90. Et comme je vous l'ai dit aussi, généralement, il faut éviter au long cours des décharges profondes et des recharges longues. Et encore mieux, si vous arrivez à la maison avec un SOC, un state of charge vraiment bas, en dessous de 10%, vous laissez la voiture se reposer quelques heures avant de recharger, pour éviter un stress supplémentaire aux cellules. Donc ça, c'est aussi un conseil que je ne connaissais pas, que je vais maintenant appliquer, qu'on peut pas faire évidemment au niveau des superchargeurs. Donc, pour résumer, ce cycle de charge plus long est vraiment utile si vous voyez une baisse significative de l'autonomie de la batterie et que vous ne pouvez pas vérifier avec Scanma Tesla l'équilibre de voltage entre vos cellules. Mais au long terme, c'est quand même mieux de charger de manière journalière, on va dire 15 ou 20% si c'est vos trajets quotidiens, et de la laisser brancher. Et quelquefois ne pas la brancher du tout, la laisser en sommeil pour qu'elle puisse recalibrer et faire des cycles plus longs, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais dans l'article que je vous présente, ça a quand même mis plusieurs mois, hein, pour le propriétaire à retrouver une autonomie suffisante. Donc moi, vous voyez, ça fait déjà plus d'un mois que je le fais. Mais maintenant, si je vois que ça stagne, eh ben, je pense que je vais reprendre mon cycle, on va dire, plus quotidien de recharge, même si d'une manière générale, on peut mettre ça en perspective. Il y avait une étude excellente en 2018 de Teslanomics sur plus de 2600 Tesla sur le comportement des batteries, hein. Là, ce que vous voyez, c'est le pourcentage restant d'autonomie par rapport au nombre de cycles de charge. Et vous voyez que on arrive quand même au maximum à 80%, un peu plus de 80% de dégradation par rapport au nombre cycle de conduite, vous voyez. Après, a priori, ça dépend aussi de combien dure chaque cycle de conduite, hein, le nombre de kilomètres que vous faites. Mais vous voyez, on arrive aussi à une grosse majorité reste au-dessus de 90%, même avec de nombreux cycles répétés de conduite. Par rapport à la température, quasiment pas d'effet. Donc ça, qu'il fasse froid ou chaud, a priori, ça n'a pas d'importance. Et le plus intéressant, peut-être, c'est le nombre total de kilomètres parcourus. Vous voyez que d'une manière générale, sauf cas particulier, on reste au-dessus de 90%, même qu'on a parcouru plus de 100 000 miles. Donc pour résumer, en fait, il n'y a pas quand même de grosses inquiétudes à avoir si d'abord vous favorisez la charge lente à la maison par rapport au superchargeur, et qu'ensuite, voilà, vous restez dans le range 20-80 et vous recalibrez la batterie comme moi je le fais sur une période d'un mois. Si vous voyez que l'autonomie baisse vraiment drastiquement et après vous reprenez un cycle court, a priori, vous préservez votre batterie de manière optimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et n'hésitez pas à vous abonner, laisser des pouces bleus, utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À bientôt. Au revoir.